Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Mon nom est Alain Saunier, producteur délégué de l'émission. Je suis votre animateur pour cet épisode spécial, troisième et dernière partie de notre série sur le pouvoir des GAFAM. Plus d'une centaine de pays, dont le Canada, espèrent que l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, en vienne à une formule universelle d'impôt pour les géants du numérique. L'OCDE s'affaire en effet à trouver une solution consensuelle depuis des années. Mais ce processus a sans cesse été bloqué par les États-Unis qui demandaient que cette taxe demeure optionnelle. Or, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils abandonnent cette exigence. Assisterons-nous à des négociations plus productives? Le vent est-il en train de tourner pour les géants du numérique? Pour en parler, nous recevons Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale à l'OCDE. Bonjour, Pascal Saint-Amand. Bonjour. Alors, j'ai vu sur Twitter que vous annonciez une discussion cette semaine au sujet de cette taxe sur les géants du numérique. Alors, où en êtes-vous dans cette négociation-là? C'est une négociation qui a commencé il y a longtemps, qui a été un peu embourbée au cours des 2 dernières années, mais qui semble reprendre avec un bon espoir de conclusion d'ici le mois de juillet. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de 2 choses assez distinctes, mais qui font l'objet d'un même paquet. La première, c'est comment faire en sorte que les pays puissent taxer les profits des entreprises, notamment numériques, mais pas que, là où elles font du profit, c'est-à-dire là où se trouvent les consommateurs, ou là où se trouvent les gens qui cliquent sur le moteur de recherche de certaines entreprises que je ne nommerai pas. Et puis, il y a un second pilier qui est relatif à la mise en place d'une imposition minimum mondiale, qui est extrêmement importante, et c'est faire en sorte de mettre fin à la concurrence fiscale dommageable, de mettre fin à the race to the bottom, la course au moins 10 ans. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on pourrait être optimiste ce coup-ci, là? Alors en fait, si on reprend l'historique, jusqu'en 2008, la fiscalité internationale était vraiment un truc pour spécialistes fiscaux qui n'intéressaient personne. Puis avec la crise financière de 2008, c'est devenu un sujet politique. C'est en quelque sorte la question de la régulation fiscale de la mondialisation. On s'est rendu compte que la mondialisation, qui n'était pas régulée d'un point de vue fiscal, a abouti à la surutilisation des paradis fiscaux. Et on s'est attaqué à cette question en mettant fin au secret bancaire dans un premier temps, ça c'est 2009 à 2014, et puis ensuite en essayant de limiter la concurrence fiscale et la planification fiscale agressive des entreprises. Ça s'appelait BEPS, pour Base Erosion and Profit Shifting, la lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. Et c'est dans ce cadre-là, et on l'a lancé en 2012 et on a conclu un paquet de mesures qui ont vraiment changé les choses en 2015. C'est dans ce cadre-là que la question de la taxation des entreprises numériques s'est posée. Et il y a eu des allers-retours entre 2015 et 2017. L'administration Obama avait dit non, on ne veut pas en parler. Paradoxalement, l'administration Trump, parce qu'ils ont fait une réforme fiscale aux États-Unis, a dit on veut bien en parler. Et donc, on a commencé une négociation qui y allait plutôt bien. Et puis, en 2019, l'administration Trump toujours à dire, mais finalement, on n'est plus très sûr qu'on veut une solution, on est même sûr qu'on ne veut pas de solution. Et donc, l'année 2020 a été plutôt arrêtée en termes de négociation. Donc, avec ce stop and go, on a été capable d'identifier les mesures qu'il faudrait prendre. Donc, on a des blueprints pour les 2 piliers, cette imposition minimum mondiale et cette nouvelle allocation des droits d'imposer, cette nouvelle répartition des droits d'imposer des entreprises numériques, mais pas que numériques entre les pays. Et donc, on a maintenant des blueprints, on sait ce qu'il faut faire, il faut juste qu'il y ait une nouvelle dynamique. Et c'est là que l'administration Biden vient de dire on veut une solution à la deadline qui a été fixée, l'échéance qui est juillet 2021, ce qui est demain. Oui, alors donc c'est l'arrivée d'un nouveau président américain qui a changé la donne. Absolument. Alors, il semble y avoir aussi un certain momentum dans l'opinion publique. On l'a vu, par exemple, lorsqu'il y a eu ce bras de fer entre Facebook et l'Australie récemment. On s'aperçoit que de plus en plus les gens voudraient peut-être apprivoiser davantage cette cohabitation avec les géants du Web. Notre ministre ici du patrimoine canadien, M. Guilbeault, a même utilisé l'expression « voyou » pour parler de Facebook dans son attitude à
à l'égard de l'Australie. Est-ce que c'est un climat qui pourrait justement permettre qu'aboutisse enfin une réglementation parce que l'opinion publique semble avoir changé aussi à l'égard des géants du numérique? L'opinion publique a changé vis-à-vis de toutes les questions fiscales et ça date de la crise financière de 2008. Il n'est plus tolérable d'avoir des paradis fiscaux. Les opinions publiques ne tolèrent plus que les riches ou les grandes entreprises puissent localiser leurs paradis, leurs profits dans des paradis fiscaux. Et ça s'étend à la notion que les grandes entreprises, notamment du numérique, et avec la crise Covid encore plus, parce qu'elles sont très visibles, elles ont sinon profité de la crise, en tout cas, elles ont vu leurs profits s'accroître. Il n'est pas tolérable que ces entreprises qui travaillent sur des marchés, le Canada par exemple, eh bien, ils laissent très peu de profits. Pourquoi est-ce le cas ? C'est pas forcément que ces entreprises soient des voyous, je reprendrai pas cette expression en ce qui concerne la planification fiscale parce qu'elle est légale. On est sur une défaillance des règles internationales. Ces règles internationales, c'est comment les États s'entendent les uns les autres pour taxer les entreprises des autres États. Eh bien, elles ont été établies en 1928. En 1928, dans la vieille économie, un État comme le Canada n'allait taxer une entreprise américaine que si l'entreprise américaine avait un établissement stable au Canada. C'est le terme technique, c'est une présence physique en réalité. On voit bien qu'aujourd'hui, si on devait réécrire ces règles, et on doit les réécrire, on ne prendrait pas le critère de présence physique comme ce qui déclenche un droit d'imposer au Canada. Vous avez des entreprises, vous avez mentionné Facebook, ils n'ont pas besoin d'avoir des employés au Canada pour y déployer une activité. Non. Or, il y a des profits qui vont se faire au Canada. Les règles actuelles, la convention fiscale entre le traité, entre le Canada et les États-Unis, il repose sur ce concept de présence physique. C'est ça qu'il faut changer. Et il faut le changer au niveau mondial. Mais pour ça, il faut que les États-Unis soient à la table, il faut que tous les pays soient à la table. Et c'est ce qu'on fait. On n'a plus beaucoup de temps pour le faire. Parce que si on ne réussit pas à le faire au niveau multilatéral, chaque pays va tirer dans son coin et va essayer de taxer ce qu'il peut. Il ne va pas pouvoir taxer les profits parce que ça, les règles internationales ne lui permettent pas. Il n'aura pas le droit de le faire. Mais par contre, il peut prendre une taxe sur les transactions. Il peut prendre un impôt indirect supplémentaire. Vous parlez des transactions, vous parlez de chiffre d'affaires dans le Exactement. Territoire. C'est ce que le Canada a annoncé. Ces mesures unilatérales, on peut les comprendre. Elles répondent à l'émotion populaire de « mais il ne se passe rien, ce n'est pas juste ». Mais ce n'est pas des mesures qui sont très bonnes parce que finalement, qui c'est qui va les payer ? C'est les Canadiens, ce n'est pas tellement les grandes entreprises parce qu'elles vont être transférées aux consommateurs, d'où l'importance d'avoir une solution globale qui serait bien meilleure. Vous l'avez dit, la pandémie a entraîné d'immenses dettes pour les États. Puis pendant ce temps-là, les multinationales du numérique ont engendré des profits sans précédent. L'OCDE, d'ailleurs, en appelle à une reprise qui s'attaquera aux inégalités suite à la pandémie. Est-ce que c'est possible, vous croyez? La réponse est oui. D'abord, je pense qu'on s'achemine vers un accord et en grande partie grâce à l'attitude très positive de l'administration Biden et du fait que les États-Unis maintenant sont prêts à conclure une solution. Et puis, le second volet que vous soulevez, qui est la question des inégalités, vous savez, sur l'ère post-Covid, et on espère y arriver le plus vite possible, parce qu'on n'en peut plus du Covid, n'est-ce pas? Mais sur l'ère post-Covid, il va falloir pas forcément augmenter les impôts pour payer la dette Covid. Et qu'on soit très clair là-dessus, nous, à l'OCDE, on ne recommande pas aux États d'augmenter les impôts pour payer la dette Covid. La dette Covid, elle doit être soutenable en elle-même, en facilitant la croissance, en limitant les taux d'intérêt. Il faut la gérer à part. Mais il va quand même falloir changer les systèmes fiscaux pour s'adapter à la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est quoi? C'est taxer le numérique, c'est mettre en place une régulation des paradis fiscaux qui sont encore plus sévères que celles qu'on a mises en place jusqu'à présent. On a fait des gros progrès, mais il faut aller plus loin. C'est mieux taxer les émissions de carbone, c'est avoir une fiscalité verte, c'est extrêmement important, et c'est réduire les inégalités en taxant mieux les revenus du capital, en taxant mieux la détention du capital, parce qu'au cours des 30 dernières années, il y a eu un transfert d'impôts du capital vers le travail. Et le travail est aujourd'hui surtaxé, les consommateurs sont surtaxés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ne bougent pas. Les consommateurs, ils ne bougent pas. Les travailleurs, ils bougent moins que le capital. Il faut changer ça dans le monde post-Covid. Et donc, c'est ce que l'OCDE va essayer de mettre en place avec le soutien de nos États membres, y compris le Canada.
Et pour arriver à cette solution négociée, est-ce qu'on parle aussi de mécanismes d'appel, là, s'il y a des différends qui surviennent? Je ne sais pas, moi, une formule d'arbitrage obligatoire, contraignant? La réponse est oui, idéalement. Alors on est prudent parce que les pays sont souverains d'un point de vue fiscal. C'est aux Canadiens de décider quelle est la fiscalité des Canadiens. Et puis même, ça peut se décider au niveau des provinces, dans les États fédéraux comme le Canada. C'est aux Français de décider leur niveau de fiscalité. C'est les champions du monde, peut-être qu'ils veulent rester champions du monde en fiscalité. Pas sûr que ce soit la meilleure des choses d'avoir la pression fiscale maximale, mais c'est à chaque pays de décider de sa pression fiscale. Donc il faut faire attention à préserver la souveraineté des États. Mais si un État veut vraiment être souverain, il faut qu'il coopère avec les autres. À défaut de quoi, c'est les paradis fiscaux, les moins-disants, qui vont l'emporter dans un monde où les capitaux peuvent bouger assez facilement. Et donc ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits, et ces conflits, il faut des mécanismes pour les résoudre. Ces conflits, ils peuvent se traduire par l'absence totale d'imposition, et on lutte contre ça, mais ils peuvent aussi aboutir à ce qu'une entreprise soit taxée 2 fois sur le même profit. Au Canada et aux États-Unis. Et dans ce cas-là, il faut un mécanisme pour faire en sorte que le Canada et les États-Unis se mettent d'accord pour se partager le droit d'imposer, mais que les deux ne taxent pas le même profit. Et pour ça, des mécanismes d'arbitrage, vous avez utilisé le mot vous-même, peuvent être pensés, peuvent être utilisés. Il existe déjà entre le Canada et les États-Unis, pour prendre cet exemple, mais il n'existe pas avec la Chine, il n'existe pas avec l'Inde, il n'existe pas forcément entre tous les pays européens ou entre le Canada et les pays européens. Et notre solution, qui a pour but de durcir un peu les règles fiscales pour les entreprises, devrait comprendre aussi des règles d'assouplissement ou des règles positives d'arbitrage pour éliminer les doubles impositions d'une façon un peu plus sérieuse que ce n'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même que certains pays reculent de peur de s'attirer les représailles des géants du numérique? On pense à l'Irlande, par exemple, qui s'opposait dans le passé à la recherche d'une solution négociée à l'OCDE. Alors, en fait, les entreprises du numérique, elles veulent une solution aujourd'hui. Elles veulent une solution multilatérale. Ce que les entreprises du numérique n'aiment pas, et on peut les comprendre, c'est les solutions unilatérales. C'est d'être confronté à 200 fiscalités nationales différentes qui prendraient une taxe sur le chiffre d'affaires. Une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est pas malin, c'est pas une bonne taxe, parce qu'une entreprise qui est très profitable, elle va faire supporter la taxe par ses consommateurs. Une entreprise qui n'est pas très profitable, elle ne peut pas baisser ses prix, elle va absorber la taxe pour elle et ça va la rendre encore moins profitable. Donc, elle va réduire ses investissements et elle ne va pas se développer, elle va pouvoir faire faillite. Donc, ce n'est pas des mesures très, très intelligentes. D'où l'importance de taxer le profit et pour ça, il faut la solution multilatérale. Donc, les entreprises du numérique, elles veulent une solution multilatérale. Elles ne vont pas s'opposer à une solution multilatérale, elles la soutiennent. Et donc, pour parler de l'Irlande, qui accueille beaucoup des profits des entreprises multinationales aujourd'hui, ben, l'Irlande, elle va au contraire faire la pression, elle va être sous la pression des entreprises pour dire mettez-vous d'accord, ne soyez pas l'obstacle. Et l'Irlande a tout intérêt à faire partie de la solution plutôt que d'être un problème. Mais il y a des initiatives aussi qui ont été annoncées. Par exemple, la France avait indiqué que s'il n'y avait pas d'entente à l'OCDE, on pourrait peut-être s'allier davantage avec d'autres pays qui souhaiteraient en arriver à faire un front commun, peut-être. Est-ce que ça vient pas peut-être, je dirais, miner les efforts de l'OCDE d'avoir toujours cette option, cette initiative quelque part dans la manche du joueur de cartes, là? Alors, la France a fait partie des États les plus agressifs pour mettre en place une fiscalité du numérique, une mesure unilatérale, une taxe sur le chiffre d'affaires. Ils ont investi beaucoup politiquement. Ils se sont retrouvés en première ligne des menaces de sanctions commerciales de la part des États-Unis. Ils ont essayé d'amener l'Europe avec eux. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Parce que les pays européens ont dit non, non, on veut une solution multilatérale. La France veut aussi une solution multilatérale. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas un tel risque. Tous les pays du monde veulent une solution. On en a parlé au G20, c'était vendredi dernier avec Madame Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, la ministre des Finances du Canada et tous les ministres des Finances du G20 ont tous dit on veut une solution absolument. Mais au-delà des pays du G20, les membres du cadre inclusif à l'OCDE, c'est le groupe que l'on utilise pour cette négociation, on a 139 pays sur un pied d'égalité, on a 90% de l'économie mondiale. Tous ces pays
veulent une solution. Maintenant, c'est pas facile à trouver parce que dans ces pays, vous avez des pays en voie de développement petits, vous avez des grands pays en voie de développement comme l'Inde, vous avez des pays comme les États-Unis qui ont leur propre intérêt, vous avez les voisins des États-Unis qui ont un intérêt légèrement différent. En Europe, vous avez des grands pays, des petits pays. Donc, il y a plein de circonscriptions différentes avec des intérêts différents. Et maintenant, malgré la volonté politique, il va falloir surmonter les différences d'intérêts nationaux et essayer de trouver une solution qui plaît suffisamment à tout le monde ou qui ne déplaît pas trop à tout le monde pour qu'il y ait un accord, qu'il y ait un compromis. Et c'est le travail qui est devant nous entre maintenant et juillet. Si on échoue, ça sera le retour aux mesures unilatérales avec les menaces de guerre commerciale qui vont à la clé. Et franchement, post-Covid, on a envie de croissance, on a envie d'harmonie, on n'a pas envie d'une guerre commerciale en plus du désordre que l'on connaît aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes vraiment optimiste ou réaliste parce que on a eu plusieurs espoirs qui ont été peut-être sont restés de côté depuis les 2 dernières années? Moi, je suis payé pour être optimiste, donc je suis optimiste. Mais au-delà de ce devoir, je crois que les conditions d'un accord n'ont jamais été aussi réunies qu'aujourd'hui. Le travail technique est fait, la volonté politique est là, et les États-Unis sont de retour dans la discussion. Et donc, avec tous ces éléments-là, plus l'alternative, qui est qu'une absence de solution, c'est vraiment un désastre. Ce sont des mesures unilatérales qui seront négatives pour l'économie, même si elles sont nécessaires pour le sens de justice fiscale, c'est le risque d'une guerre commerciale. Donc l'alternative est terrible. Donc quand on regarde toutes ces raisons-là, on ne peut être que optimiste. Maintenant, il y a beaucoup de travail devant nous dans un temps qui est assez court. Est-ce qu'on peut vous souhaiter bonne chance? On doit me souhaiter bonne chance. C'est ce qui conclut ce 3e et dernier épisode de notre série sur les GAFAM. Pour avoir un aperçu plus complet des enjeux liés aux géants du numérique, nous vous invitons à écouter les 2 premiers épisodes, les GAFAM, données et algorithmes, et taxer les GAFAM, le grand défi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous remercions aussi Savoir Média, le Cerium, l'Agence France-Presse et toute l'équipe qui nous permettent pendant quelques instants de faire avec vous un arrêt sur le monde. À bientôt, Pascal Saint-Amand. Merci, au revoir.